Ah, nous vivons à une époque très intéressante. Un seul entrepreneur, une entreprise individuelle peut gagner des millions. Et Justin Welsh, mon invité aujourd'hui, l'a prouvé. Il a développé son entreprise de solopreneur diversifié jusqu'à atteindre des dizaines de milliers d'abonnés à sa newsletter et des centaines de milliers de dollars de revenus annuels. Dans cette interview, nous abordons son processus d'écriture, la structure de son entreprise et pourquoi son modèle offre une méthode de travail plus durable. Allez voir ça. Je vais donc très rapidement donner aux gens une idée de l'entreprise que vous êtes en train de construire parce que je dirais qu'elle est relativement distincte et vraiment assez spécifique à cette époque actuelle. Internet, vous savez, l'adoption massive de ces différentes plateformes numériques, il y a beaucoup de nuances là-dedans que je veux aborder. Mais juste pour donner une idée aux gens, vous avez une entreprise de solopreneurs diversifiée. Comment la définissez-vous et à quelle échelle se situe-t-elle? Solopreneur est un mot que j'ai fini par adopter. Et pour moi, c'est assez simple. Je gère seul mon entreprise. Je n'ai donc aucun employé dans mon entreprise. Je n'ai ni rédacteur, ni créateur de contenu, ni personne pour mettre en place des systèmes en coulisses. J'ai juste un assistant virtuel à temps partiel. Sinon, je suis seul. Et la partie diversifiée de cela, c'est la façon dont je construis mon entreprise à travers plusieurs sources de revenus. Pour débuter, quand j'ai quitté mon travail en 2019, je me suis lancé à mon compte avec une activité de conseil et d'accompagnement. Et au cours des 3 dernières années et demie, cela a changé de façon radicale. En fait, je ne fais plus du tout ça maintenant. Aujourd'hui, j'ai 5 ou 6 moyens différents, dans le cadre de mon activité, pour générer des revenus pour mon entreprise. Pour moi, le solopreneuriat diversifié, c'est une entreprise individuelle qui gagne de l'argent de différentes manières. C'est ce dont je parle et que je prône chaque jour en ligne. C'est vraiment ce qui nourrit le mode de vie que je veux bâtir. Et quand tu dis diversifié, je pense qu'une grande partie du contenu que tu publies vise à rendre le processus de création d'une entreprise en solo plus compréhensible et plus accessible aux gens. C'est ça. Et tes produits, c'est-à-dire tes différentes activités, restent toujours dans ce domaine-là. Tu ne passes pas, par exemple, d'une entreprise de cours en ligne pour des sociétés de paysagisme à un podcast pour des pêcheurs. Tout ce que tu fais reste quand même assez ciblé. Comment définirais-tu la différence entre entreprise et produit? Oui, c'est intéressant. Tu as raison. Tout d'abord, tu sais, les gens viennent toujours me voir et ils me disent « Hey, j'aime vraiment écrire, j'aime aussi jongler et j'aime les films des années 50. Est-ce que je peux créer 3 entreprises distinctes autour de ces choses-là » Bien sûr que tu peux. Je pense que c'est beaucoup plus difficile. Mais pour moi, je considère chaque entreprise comme son propre produit indépendant, tu vois. Donc tu peux appeler ça un produit, tu peux appeler ça un service. J'ai juste tendance à appeler ça une entreprise. Et pour moi, elles sont toutes centrées sur mon client. Je pense que beaucoup de gens se demandent en toujours comment puis-je faire des choses qui se ressemblent. Et pour moi, c'est plutôt comment puis-je aider mes clients à atteindre les objectifs qu'ils souhaitent grâce à différents mécanismes. Parce que tout le monde n'a pas le même budget. Tout le monde n'a pas le même style d'apprentissage. Tout le monde n'a pas le même temps disponible. Quand les gens ont des budgets, disponibilités et styles d'apprentissage variés, il faut des produits et des services adaptés. Si quelqu'un ne veut pas un appel de 60 minutes, il peut regarder une vidéo de 30 minutes ou lire un article de 3 minutes. Donc j'essaye de proposer des produits et des services sous cette bannière qui correspondent au temps, au budget, au style d'apprentissage et ainsi de suite. Et c'est quelque chose d'universel, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait qu'un seul iPhone et maintenant, il y a toute une gamme d'iPhone. Vous pouvez choisir le modèle le plus haut de gamme, dépenser, vous savez, plus de 1 000 € pour l'appareil, ou vous pouvez acheter quelque chose qui a quelques générations de retard, qui n'a pas la puissance de traitement maximale, mais qui fera quand même le travail. Vous avez toujours un iPhone, mais les acheteurs sont très différents. Oui, à 100%. C'est ainsi que je vois mon entreprise, tu vois. Il y a aussi une sorte de... C'est linéaire, non ? Il y a des gens qui sont vraiment au début de leur parcours, qui essaient de créer des entreprises en ligne, qui essaient de lancer de l'e-commerce, qui essaient de démarrer des entreprises fondées sur l'expertise, peu importe comment tu veux les appeler. Et il y a des gens qui n'ont même jamais essayé de se lancer. Il y en a d'autres qui font déjà un chiffre d'affaires récurrent mensuel à 6 chiffres, tu vois. Donc ils font entre 100 000 et 150 000 de revenus récurrents chaque mois, et ils veulent trapasser à 250 000 ou 300 000. Ces personnes ont besoin de produits et de services différents, et j'aime me considérer comme quelqu'un qui couvre tout le spectre. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises individuelles, mais j'accompagne aussi tous ceux qui débutent, même dès leur premier jour. C'est ma 5e année et je vise 5 millions.
Je crée donc un portefeuille diversifié de produits et services pour offrir des choix aux gens. Donc, étant donné que tu penses probablement davantage au client type qui est soit en train de construire, soit aspire à devenir solopreneur, peux-tu m'aider à mieux comprendre qui est cette personne et quelles sont ses qualités? Parce que, en fait, je t'ai découvert principalement à travers le prisme de la création de contenu captivant. Je suis un gars du contenu. Comment raconter des histoires efficacement? Comment utiliser le contenu pour réussir en marketing? J'avais un cofondateur dans mon entreprise et nous sommes désormais 7. J'apprécie les relations humaines. Pour moi, une journée sans interaction avec quelqu'un est une mauvaise journée. Et mon évaluation un peu superficielle, c'est qu'il y a probablement un solopreneur qui est un peu plus introverti, qui n'a pas forcément envie d'avoir ça comme partie de sa journée idéale. Peux-tu expliquer pourquoi cette tendance prend autant d'ampleur? Oui, je pense que c'est une motivation différente. Par exemple, regarde-moi. Au début de ma carrière, j'étais motivé par l'envie de créer une start-up énorme. J'ai débuté dans la tech en 2009 après 7 ans d'échecs dans presque tout. J'ai ensuite eu la chance de rejoindre une excellente entreprise technologique. En entrant dans la tech, la première entreprise à laquelle j'ai participé est devenue une licorne. J'ai quitté cette entreprise pour devenir cadre dans une deuxième, devenue une licorne, où j'étais directeur commercial. Et toute ma motivation, c'était de me dire « je vais créer la prochaine start-up à 100 millions ou à 1 milliard de dollars ». Et au cours d'environ 5 ans, tellement de choses ont changé pour moi. Ce qui a changé pour moi, ce sont des problèmes de santé physique. J'ai commencé à avoir des crises de panique. J'ai commencé à réaliser qu'il y avait d'autres choses dans ma vie qui étaient des plus importantes que de créer la prochaine entreprise à 1 milliard de dollars. Et donc d'ailleurs, il n'y a rien de mal à créer une entreprise licorne. Par tous les moyens, allez-y. Mais ma motivation a commencé à changer. Je me suis alors concentré sur la façon de construire une vie plus intentionnelle. Et donc ce que je vois chez les personnes qui sont attirées par le solopreneuriat, c'est qu'elles ne construisent pas des entreprises à 100 millions de dollars. Ils construisent une entreprise conçue autour de leur mode de vie. Une entreprise qui leur permet de concevoir intentionnellement la vie dont ils ont rêvé. Le solopreneuriat et les produits ou services proposés sous leur enseigne ne sont qu'un moyen de vivre cette vie. Chaque fois que j'en parle avec des gens et qu'ils disent vouloir embaucher 10 ou 100 employés ou créer la prochaine licorne, je ne suis sans doute pas la bonne personne pour eux. S'ils disent « voilà où j'en suis dans ma vie, voici quelques prises de conscience que j'ai eues, voici certaines choses qui sont devenues vraiment importantes pour moi ». Je réfléchis à l'intégration du travail dans ma vie, mais c'est surtout le mode de vie qui importe. Ce sont généralement les personnes que je veux aider, et celles qui, selon moi, vont probablement tirer le plus de bénéfices des produits et services que je propose. Ça a du sens. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que toutes les entreprises ne sont pas capables, ni ne devraient l'être, ni même que vous voudriez qu'elles le soient, de prendre des financements extérieurs et de se lancer dans une trajectoire de croissance stratosphérique. Et je pense aussi que l'autre perception que j'ai du solopreneur, c'est un peu lié au travail à distance, à une activité qu'on peut gérer de n'importe où, ce qui correspond à un autre mode de vie, ce qui vous permet probablement aussi d'écrire votre fil Twitter, de concevoir votre cours LinkedIn, de faire votre appel de coaching en ligne. Et ça peut se faire, vous savez, depuis le centre des États-Unis, depuis l'Europe, depuis n'importe où. Oui, je pense que c'est une forme de solopreneuriat, c'est ce style de vie, ce mode de vie nomade. Ce n'est pas pour moi. Je vis dans le nord de l'État de New York et je ne voyage pas pour gérer mon entreprise. Je veux dire, on part en voyage, mais ce n'est pas mon style, mais c'est quelque chose que cela permet, n'est-ce pas? La plupart de ces entreprises reposent sur le contenu. L'avantage, c'est que vous pouvez passer d'un endroit à un autre, publier, diffuser et lancer votre contenu. Et soudain, il y a, vous savez, un contenu qui continue à vivre, qui est là, dans l'écosystème, en train de travailler pour votre entreprise. Donc oui, cela convient aux personnes qui veulent faire ça. Mais à mon avis, ce n'est qu'une seule forme de solopreneuriat. Maintenant, lorsque je construis une entreprise de solopreneur comme celle-ci, je pense à l'ordre des étapes et vous avez mentionné que vous avez ces différents produits et plus vous avez de produits qui correspondent à votre client et acheteur idéal à différents niveaux, mieux vous pourrez monétiser. Mais considérez-vous la création de contenu et le développement d'audience comme une condition préalable au premier produit? Ou comment voyez-vous le développement de ces deux types d'actifs en même temps? Oui, je le considère généralement comme une condition préalable. Je pense qu'il y a certains cas où c'est moins applicable.
Par exemple, si vous êtes sur un marché très très de niche, comme hier où je parlais à un gars qui est dans le 1% des conseillers en prêt aux États-Unis. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui lisent du contenu sur les prêts, n'est-ce pas? Donc il n'aura pas 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il en a 10 000, mais il est bien connu. Il a ses 10 000 abonnés et il vend un produit à très haut prix. C'est un produit à 9 900 $ qu'il vend. Donc pour lui, il a construit une audience, mais il n'a pas le nombre impressionnant que l'on pourrait attendre d'une personne qui gagne plus d'1 million. Ce qu'il est, pourtant. Mais pour tous les autres, dans la plupart des cas, c'est un cas atypique. Avoir une audience est une condition préalable, parce qu'une fois que vous avez une audience, vous pouvez en quelque sorte aller dans la direction qui vous intéresse le plus, surtout si vous êtes vraiment doué pour lier l'audience moins à vos produits et services et davantage à vous en tant que personne. Première étape pour lancer une entreprise aujourd'hui, attirer l'attention. C'est sur cela que je conseille généralement de se concentrer. Leur priorité doit être de développer cette audience afin de pouvoir utiliser cette audience pour financer leur entreprise au fil du temps. Et il semble vraiment que LinkedIn et Twitter soient les deux plateformes qui alimentent une newsletter par email. Ce que tu considères comme le modèle fiable pour lancer ce type d'entreprise en termes d'audience? En quelque sorte, oui, c'est ce qui a fonctionné pour moi. En général, mon objectif n'est pas de forcer les gens à suivre un système qui a fonctionné pour moi. C'est de comprendre leurs objectifs et qui ils sont en tant que personne, puis de leur recommander un système adapté. Par exemple, j'aime écrire. Donc j'ai choisi LinkedIn et Twitter parce qu'ils se prêtent à l'écriture, n'est-ce pas? Je n'aime pas être en vidéo. Je veux dire, ça ne me dérange pas de faire des choses comme ça, mais je n'ai pas vraiment envie de tourner la caméra vers moi. Ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, vous n'allez pas me voir sur TikTok ou YouTube ou, vous savez, les stories Instagram. Si quelqu'un aime faire ça, je lui conseille de choisir un canal qu'il aime. Pour moi, la régularité est la chose la plus importante dans ce jeu. Pour être régulier, le plus simple, c'est de faire quelque chose que vous aimez. N'écrivez pas si vous n'aimez pas. Enregistrez des vidéos si c'est ce que vous préférez. Donc pour moi, tout dépend de la personne, de ce qu'elle aime et de ses objectifs. C'est très logique. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de l'écriture dans une optique de vente, votre expérience était dans la vente de SaaS et la gestion et direction d'équipes commerciales. Pouvez-vous parler du lien à ce niveau-là? Beaucoup voient le vendeur comme quelqu'un qui va au contact direct et compte surtout sur son charisme pour convaincre lors d'un appel. Mais tu sais, un excellent copywriting, c'est vraiment là où il y a énormément de richesses et d'opportunités à exploiter. C'est une question de contrainte. Je vais t'expliquer pourquoi. Par exemple, la façon dont je voulais construire cette entreprise, c'était d'avoir le moins d'interactions obligatoires au quotidien possible. Par exemple, je n'ai aucune envie de me lever le matin, de voir 6 appels de vente prévus à l'agenda. C'est vraiment mon cauchemar en ce moment. Tu comprends? Je veux vraiment réduire ça, même si c'est le milieu d'où je viens. C'est ainsi qu'on vendait dans mes anciennes entreprises SaaS. Donc une fois que j'ai compris que la façon dont je voulais organiser ma vie, c'était en ne faisant pas ça, il fallait que je trouve une autre solution. Donc l'alternative pour moi, c'était de me dire, d'accord, si je ne veux pas faire d'appel de vente, comment est-ce que je peux vendre quelque chose sans avoir à participer à un appel, sans faire un appel de découverte de 30 minutes, un pitch de 40 minutes, une présentation PowerPoint et tout ça? Je me suis rendu compte que tout ce vers quoi je me tourne ressemble à du copywriting, que tout le monde mentionne sans cesse autour de moi. Et donc une fois que j'ai compris ça, il s'agissait simplement d'aller s'instruire sur la façon de le faire. Je me suis donc mis à étudier le copywriting. Et je pense que la plupart des gens croient-on que se mettre en posture d'apprentissage, c'est faire ce qu'ils faisaient à l'école. Lire beaucoup de livres, lire des articles de blog, regarder des vidéos. J'ai lu un livre, puis je suis allé essayer de reproduire du mieux possible ce que j'avais appris dans ce livre. Et mes compétences en rédaction publicitaire se sont améliorées au fil de 3 ans et demi. Et ça, c'est grâce à l'action, pas à l'étude, tu vois. Donc je pense que je suis devenu plutôt bon dans ce domaine. J'ai écrit 1900 contenus uniques au cours des 3 dernières années et demie. Et c'est comme n'importe quoi d'autre. Le basket, le baseball, le sport, peu importe le sport que tu choisis. Plus tu joues et plus tu t'entraînes, meilleur tu deviens. Oui, c'est fascinant de voir à quel point cette réponse est répandue, car je vois souvent ces publicités. Tu sais sûrement de qui je parle. On dit que le PDG moyen lit 60 livres par an. Tu dois lire autant de livres pour réussir. Et puis, tous les praticiens que je connais, il y a clairement un groupe qui lit énormément de livres et c'est tout leur modèle.
Mais les praticiens qui sont vraiment dedans, qui le font jour après jour, tirent leur inspiration de toutes sortes de sources diverses, mais ont en fait développé la compétence en étant présents sur le terrain avec régularité. La pratique est essentielle pour progresser, non? C'est pourquoi les équipes de la NBA s'entraînent entre les matchs au lieu de lire des livres sur le basket. Je ne pense pas que lire soit une mauvaise chose. Ce serait idiot de penser que la lecture a une mauvaise connotation. Mais en soi, lire ne fait rien. C'est juste une accumulation de connaissances. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce que tu lis. Et donc je vois beaucoup de gens qui disent « Mon objectif, c'est de lire 52 livres cette année ». Ton objectif devrait être de lire un livre, puis de prendre ce que tu as appris dans ce livre et de passer à l'action avec ce que tu as appris. C'est un meilleur objectif que de lire 52 livres sans agir, sauf si tu lis juste pour le plaisir ou des romans. Mais si tu essaies de faire quelque chose comme poser le livre et faire avancer les choses, et tu vas apprendre beaucoup plus de tes prospects et de tes clients que de lire les conseils de quelqu'un d'autre, qui d'ailleurs sont toujours très contextuels. Tu sais, chaque conseil dépend énormément du contexte. Certains ne nous concernent tout simplement pas. Donc, au risque de, contredire exactement le conseil que tu viens de donner, l'art du tweet, en parlant des grands écrivains, Shakespeare a dit, la concision est l'âme de l'esprit. Tu as en effet des contraintes de caractère pour transmettre un message rapidement. Il y a aussi les fils de discussion et d'autres moyens d'étendre l'information. Mais en ce qui concerne la diffusion de tes mèmes, de tes histoires, de ton contenu dans le format le plus dense et le plus percutant possible, peux-tu nous dire ce que tu as appris pour t'améliorer dans ce processus, quel que soit le domaine ou l'industrie dans laquelle tu communiques? Oui, absolument. Donc la première chose que je fais généralement, c'est que je rassemble quelque chose d'assez brouillon. J'ai une idée, quelque chose qui éveille mon intérêt. C'est une conversation avec un collègue. C'est une conversation avec ma femme. Qu'il s'agisse d'un podcast ou autre, dès qu'un sujet m'intéresse, je le note sur une feuille ou dans mon outil en ligne, et j'expose simplement l'idée. C'est la partie la plus difficile, regarder un écran blanc. Dès que tu poses une idée sur ton outil de publication ou sur une feuille, tu as déjà de la matière à modeler, n'est-ce pas? C'est là que le modelage débute. Je regarde l'idée et me dis qu'il y a souvent des éléments utiles, non? L'une des choses, c'est de couper 30 à 40% des mots inutiles. Et il y a énormément de mots inutiles. Une fois que tu relis une idée, tu te dis « Ah, je pourrais dire ça de façon plus concise. Je n'ai pas besoin d'utiliser ce mot. » Ce mot n'apporte aucune valeur au reste du tweet. Donc, en général, il s'agit de couper, de supprimer des choses, n'est-ce pas? La deuxième chose que je veux faire, c'est de mettre ça dans une structure ou un format qui soit agréable à lire. Et comme la plupart des gens consultent Twitter sur leur téléphone, je veux que ce soit compact. Je ne veux pas que ça déborde de l'écran et qu'une ligne devienne 3 lignes. Donc, il faut que ce soit court, concis. Pense vraiment à l'affichage mobile et aère un peu le texte, d'accord? Donc ne fais pas un long paragraphe biblique. Mais en même temps, ne fais pas un retour à la ligne tous les 3 mots non plus. Ça a l'air ridicule, mais mets des espaces là où il faut pour que ce soit agréable à lire. En dehors de ça, il s'agit de supprimer des mots, de les mettre dans une bonne structure ou un bon format. Ensuite, je cherche des moyens de susciter de l'émotion. Donc l'émotion est généralement suscitée de plusieurs façons différentes. La première façon, c'est d'utiliser des mots qui font vraiment battre ton cœur, ou vraiment j'utilise le mot visqueux. Ce n'est pas le bon mot, mais c'est comme si le mot te fait vraiment t'arrêter, tu vois? C'est un vrai coup de poing en pleine figure. Et donc en fait, j'ai cette sorte de roue verbale que je regarde, où j'ai des mots comme triste, heureux, en colère. Et plus tu t'éloignes, ça te montre comment prendre ces mots et les rendre plus viscéraux. C'était le mot que je cherchais, pour rendre ces mots plus viscéraux, tu vois. Donc une fois que j'ai coupé 30% de mes mots, que je les ai mis dans un meilleur format, que j'ai commencé à ajouter des mots plus viscéraux. La dernière chose que je fais à la fin, c'est, quand j'ai fini de lire ça, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens en colère, combatif, triste, heureux, ou est-ce que je ne ressens rien? Et si je ne ressens rien, alors pour moi c'est comme, d'accord, il faut qu'on trouve comment mettre plus d'émotion là-dedans parce que je veux que quelqu'un ressente quelque chose après l'avoir lu, pour qu'il commence à s'engager, à ajouter des commentaires. C'est un processus simple en 4 étapes pour écrire. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de devoir ressentir quelque chose ou de ne pas vouloir perdre l'attention, car j'ai oublié le nom de la personne qui a créé Gimlet, la société de médias vendue à Spotify. Son nom m'échappe en ce moment.
Et il a parlé de son processus pour ce genre de podcast très narratif, tu sais, traditionnellement NPR et This American Life, mais maintenant c'est répandu partout. Et quand il était rédacteur en chef et qu'il essayait de constituer des équipes capables de créer un podcast au niveau du standard qu'ils avaient développé chez Gimlet et à This American Life, c'était toujours où est-ce que tu perds mon attention? C'est comme wow, ça, c'était captivant. Et si c'est, tu sais, une histoire de 13 minutes à la 5e minute et demie, je sens que mon esprit commence à vagabonder pendant que vous me parlez. Et ce n'est pas de ma faute. Comme tu reconnaîtrais que ce n'est pas la faute du public si ce n'est pas captivant ou si les gens n'arrivent pas jusqu'au bout de ma newsletter ou de mon fil de discussion sur Twitter, c'est ma responsabilité. Et ce moment précis, mais si tu peux l'identifier, c'est là que tu dois redoubler d'efforts, itérer ou corriger ce qui ne va pas et qui n'a pas réussi à susciter une émotion. Oui, pense-y, surtout pour l'écriture longue, imagine ça comme une carte au trésor. Si tu regardes une vieille carte au trésor de pirate, tu as les pointillés qui indiquent le chemin et puis le X qui indique le trésor. Donc le X d'un long texte de copywriting, c'est simplement la fin, tu vois. Tu veux que les gens arrivent jusqu'au X, jusqu'à la fin du contenu que tu as écrit. Les pointillés représentent le voyage. Et si tu retournes lire une newsletter que j'ai produite, il y a une raison pour laquelle mes newsletters peuvent être lues en moins de 4 minutes. Je pense qu'on peut être captivant même avec quelque chose qui dure 20 minutes d'ailleurs. Mais pour moi, la concision, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mon objectif, c'est que lorsque je relis ma newsletter, je me demande s'il y a un endroit où ça décroche, tu vois. Le décrochage, c'est quand quelqu'un arrête de lire. Alors, je me mets à la place du lecteur et je me demande si la phrase ou le paragraphe est intéressant et s'il s'appuie sur ce que j'ai dit avant. Est-ce que c'est juste quelque chose qui n'a pas du tout besoin d'être dit? Et est-ce que je peux l'enlever? Mon objectif, c'est de proposer chaque samedi quelque chose qu'ils peuvent apprendre en moins de 4 minutes. Et j'espère m'améliorer là-dessus. Tu sais, maintenant que je produis ma 43e newsletter d'affilée, donc c'est comme ça que je vois les choses. D'un point de vue technique, tu crois pouvoir le faire. Tu as mentionné le brain dump. Il y a la partie où tu poses tout, puis il y a la phase de raffinement, et enfin cette dernière relecture globale. Tu arrives à faire tout ça en une seule séance. Ces étapes doivent-elles être réalisées à différents moments de la journée ou sur des jours séparés pour une exécution optimale? Tu peux, mais je ne le recommanderais pas. Tu sais, un bon ami à moi, Dickie Bush, un écrivain très prolifique, et son pote Nicholas Cole, ils m'ont toujours dit quand je les ai rencontrés que tu devrais écrire un jour et relire un autre jour. Et moi, je ne faisais pas ça. J'écrivais et je relisais le même jour. Et puis j'ai décidé d'essayer. Donc j'ai écrit un contenu, je l'ai balancé dans Hype Fury, Publer ou n'importe quel outil de publication que j'utilisais, puis j'ai dormi dessus. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand je revenais le lendemain, j'avais un nouveau regard. Tu sais, on se sent différemment d'un jour à l'autre. On est un lecteur différent le lendemain. Tu es un écrivain et un lecteur différent. Je relisais ce que j'avais écrit la veille et parfois je me disais « c'est nul, c'est terrible ». Genre, je pensais que c'était super sur le moment. Le lendemain matin, ton cerveau réagit différemment en relisant à 8 heures ce que tu as écrit la veille à 19 heures. Donc je pense que c'est vraiment un bon exercice à faire où tu sépares continuellement le processus créatif et le processus de révision. Ce conseil n'est peut-être pas idéal pour un écrivain d'affaires, mais Ernest Hemingway faisait pareil. Il écrivait ivre et corrigeait à jeun. Ah oui, je suppose que j'aurais pu simplement dire ça. Oui. Alors, explique-moi, quand on fait des vidéos, qu'on coach des clients ou qu'on produit du contenu pour nous-mêmes, l'une des choses les plus importantes auxquelles on pense toujours, ce sont les accroches ouvertes dès l'introduction. Tu sais, il y a une façon différente de le consommer quand c'est du texte. Avec la vidéo, notamment sur YouTube, on observe le graphique de la durée moyenne de visionnage et on voit comment elle baisse au fil du temps. Et par définition, le moment le plus important d'une vidéo que tu produis, c'est dans les 30 premières secondes. On cherche toujours à optimiser la promesse de cette vidéo qu'on va te livrer, mais aussi ce qu'on appelle une accroche laissée en suspens, c'est-à-dire une idée qu'on ne referme pas tout de suite, que le public veut probablement voir se terminer et qu'on promet de compléter plus tard dans la vidéo. Explique les similitudes d'écriture pour créer des accroches laissées en suspens qui suscitent l'intérêt pour un contenu. Oui, c'est différent selon les plateformes, mais prenons LinkedIn car c'est celle où je suis depuis le plus longtemps. Beaucoup n'aiment pas LinkedIn, mais si tu comprends son fonctionnement, c'est excellent pour ton business, je te l'assure.
Donc LinkedIn est intéressant parce que chaque contenu là-bas ressemble presque à un fil de tweets, puisqu'il y a une limite de 3000 caractères et il y a essentiellement une ligne de flottaison dans le contenu. Donc quand tu fais défiler, tu vois un certain nombre de caractères et de lignes avant que le lecteur doive choisir de faire une action. Et cette action, c'est de cliquer sur ce bouton qui dit « Voir plus ». Donc tout ce que je veux faire, toute l'accroche doit être au-dessus de la ligne de flottaison. Mon objectif, c'est de les amener à cliquer sur Voir plus, parce qu'une fois qu'ils ont cliqué, ils se sont en quelque sorte engagés à continuer, non? Ils se sont engagés à lire le reste du contenu. Donc pour moi, en général, j'utilise 3 lignes simples. La première ligne, c'est celle qui frappe fort, non? Ce n'est pas très correct de le dire ainsi, mais la phrase doit frapper le lecteur et être percutante, suffisante à elle-même. Elle doit être viscérale, comme on l'a dit plus tôt. Elle doit susciter une émotion. La deuxième ligne que j'utilise généralement est soit une phrase d'empathie pour leur dire, en gros, attends un peu. Je sais que la première phrase était forte, mais reste avec moi un instant. Je comprends ce que tu ressens, ou c'est juste pour donner du contexte. C'est juste pour ajouter un peu plus de contexte à la première phrase. Et puis la troisième phrase, c'est généralement la phrase d'accroche. Donc si tu penses à la publicité à la radio, tu vois ? Tu as déjà entendu ça, on a tous écouté des émissions du matin auparavant. Je sais qu'elles ne sont plus aussi populaires maintenant. Mais tu sais, on écoute une émission du matin et c'est comme s'il disait « Et savais-tu que 31 enfants sont tombés malades à cause de cet aliment très étrange ?» On vous le dira après la pause et tu te dis « il faut que je sache ce que c'est, non? Pourquoi tu ne me le dis pas tout de suite ?» Et donc c'est un peu comme ça que je vois l'accroche, c'est-à-dire que je leur dis ce que je vais leur apporter s'ils cliquent simplement sur ce petit bouton « Voir plus ». Après cela, tu entres dans le cœur du contenu, ce que tu as promis et annoncé, tu dois vraiment tenir cette promesse, n'est-ce pas? Et puis, à la fin, après avoir apporté ce contenu, j'aime faire un récapitulatif et demander aux gens d'interagir. Voilà, c'est ça LinkedIn. Twitter n'est pas très différent, n'est-ce pas? La première phrase doit vraiment accrocher, tu vois? J'appelle ça aussi ce qui arrête le défilement. Les gens défilent constamment sur leur téléphone. Il faut les inciter à stopper et à être attentifs. Souvent, j'écris de façon très similaire à ce que j'ai partagé sur LinkedIn. Mais pour moi, tout tourne autour du fait de les amener jusqu'à la fin et ensuite de vraiment tenir la promesse de ce que tu as annoncé, ce qui, à mon avis, est là où beaucoup de gens échouent. Je crois que beaucoup échouent sur les réseaux sociaux, car ils partagent l'une des évidences que tout le monde connaît, comme travailler intelligemment est mieux que travailler dur. Tout le monde le sait, non? C'est intéressant à l'écrit, mais pas accrocheur. Et ça n'assure pas que le lecteur apprenne ou que tu apportes quelque chose. Et donc c'est comme ça que je réfléchis, je suppose, aux boucles ouvertes et aux accroches qui laissent la suite en suspens quand j'écris. Et c'est plus facile quand tu sais vraiment à qui tu t'adresses. Donc, je pense toujours aux platitudes et au fait d'essayer, tu sais, de ressembler à Naval Ravikant ou quelque chose comme ça. Comme étant le résultat soit d'essayer simplement de l'imiter parce qu'il est si populaire, soit de ne pas avoir de clarté sur la personne à qui tu t'adresses. S'adresser à tous, c'est la seule façon. Tu vas simplement essayer d'imiter le meilleur. Et c'est comme, tu sais, peut-être pas Naval, mais comme Bouddha et ses autres, tu sais, ces rois philosophes très ouverts. Mais l'efficacité réelle de le développement d'une audience en ce qui concerne un résultat commercial, surtout quand tu es au début, c'est d'avoir beaucoup de clarté sur les problèmes que mon client potentiel rencontre et de ne pas vraiment aller au-delà de ça. C'est ça. Voilà ce que je veux dire quand je dis que les gens partagent beaucoup de platitudes et aussi de la philosophie, non? Tout le monde veut être le prochain Naval ou veut écrire comme Sahil Lavinia ou comme n'importe qui d'autre, n'est-ce pas? Donc ils imitent donc ces personnes en pensant que ça va leur apporter le résultat qu'ils recherchent, mais ce ne sera pas le cas. Pour créer une entreprise, il faut aider les gens à atteindre leurs objectifs. Commence donc par discuter avec tes clients potentiels pour comprendre qui ils sont et quels problèmes ils rencontrent. Et c'est presque impossible de réussir si tu ne parles pas à tes clients potentiels, si tu ne passes pas des heures avec eux au début de ton entreprise, des jours, des mois à leur parler, à comprendre leurs plus grands défis et à comprendre les résultats qu'ils veulent atteindre. Si tu ne fais pas ça, ça ne sert quasiment à rien d'écrire pour eux. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils considèrent cependant la création de contenu comme quelque chose d'intéressant ou, tu sais, essayant de parler comme quelqu'un d'autre qu'ils voient tout réussir, mais ils ne voient pas l'histoire derrière ce qui a mené à ce succès. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de plagiat et de gens qui se ressemblent dans leur façon de s'exprimer. Tu as parfaitement introduit ma prochaine question, Justine, qui est la suivante. Il y a 2 domaines auxquels je fais attention dans le monde du contenu. L'un d'eux, et je ne dis pas ça de façon péjorative, mais c'est la meilleure façon de le décrire, c'est le business thinkfluenceur.
Et puis, il y a cet autre domaine qui est le stand-up. Et il y a ce problème. Si tu passes toute ta vie dans un club de stand-up, tu entends juste les blagues des autres. Et donc, toutes tes sources d'inspiration sont littéralement les blagues et les idées des autres. Et c'est vraiment difficile de trouver une voix distincte dans cet univers. Et si tu as exactement le même modèle de consommation que les influenceurs business, il y a presque une limite à ce que tu peux dire, tu sais, pour dire quelque chose de nouveau d'une manière ou d'une autre. Donc, avant ce travail de raffinement et la structure que tu donnes au contenu que tu crées, il s'agit en fait d'obtenir de nouveaux éléments bruts. Évidemment, les interactions avec les clients aideront. Mais où vas-tu encore pour pouvoir avoir une voix originale, distincte et ne pas ressembler à tout le monde? Oui, c'est une très bonne question. Donc j'essaye de ne pas vivre dans la chambre d'écho de l'influence business ou de Twitter. Je pense que c'est la pire chose. J'ai fait ça un peu plus tôt dans ma carrière. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à se ressembler. Par exemple, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn. J'ai un cours. Il y a 7300 étudiants. Donc il y a des milliers et des milliers de personnes sur LinkedIn qui écrivent comme moi. Oui. Et donc j'en suis en partie responsable. D'abord, il faut en être conscient, n'est-ce pas? Il faut observer et se dire « je ressemble et parle beaucoup comme tout le monde ». Alors comment puis-je me positionner plus clairement comme la solution évidente? Et par solution, j'entends comment puis-je faire en sorte d'être le choix évident auquel on doit prêter attention dans ce monde où tout se ressemble. Donc, il faut un peu sortir de ce cadre-là. Donc ce que je fais, c'est que je regarde des films que je trouve intéressants, des documentaires captivants, parce que les documentaristes sont vraiment doués pour présenter l'information de manière claire et percutante. Ça peut sembler bête, mais je regarde des gens comme Taylor Swift. C'est une musicienne et aussi une créatrice de contenu. Et elle est vraiment douée pour trouver des moyens intéressants et uniques de créer des liens avec son public. Donc par exemple, elle n'écrit pas sur Twitter et LinkedIn. Donc il n'y a aucune chance que je copie un style, mais je vais chercher les petites choses qu'elle fait pour que son public soit autant captivé par ce qu'elle fait. Je vais regarder un film sur elle et une interview avec elle pour voir comment elle parle des sorties d'albums. Ce sont quelques façons de faire. Et en dehors de ça, c'est surtout avoir des conversations vraiment intelligentes avec des gens vraiment intelligents. La plupart de mon contenu qui se démarque que je partage ne vient pas du fait que je fais défiler Twitter et LinkedIn pour m'inspirer. C'est parce que je bois une bière avec quelqu'un de très intelligent et que nous débattons en profondeur. Et de ce débat ou de cette conversation naissent 10 nouveaux contenus qui ne ressemblent à rien de ce que les autres écrivent. Donc je pense que sortir de cette chambre d'écho est la première étape. Et ensuite, pour BD, trouver des moyens intéressants d'être influencé, c'est la deuxième étape. Tu ne peux pas créer ce suspense sans nous dire la suite. Qu'as-tu retenu de Taylor Swift concrètement? Qu'a-t-elle fait de spécial? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que l'une d'elles, c'est simplement sa capacité à jouer sur le passé. Donc si tu écoutes toutes ces paroles, il y a, et je n'arrive probablement pas à en citer une tout de suite, mais je vais essayer. Il y a beaucoup de « tu te souviens quand ?» Tu te souviens quand tu étais ado, assis dans ta voiture, ton premier baiser sous l'arbre. Il y a vraiment beaucoup d'images très vivides qui parlent de ton passé, du bon vieux temps, non? Et elle peint un tableau vraiment, vraiment vivant du bon vieux temps. Et quand tu écoutes ces chansons, surtout parce que c'est une femme et qu'elle écrit souvent d'un point de vue féminin, son public, probablement majoritairement féminin, non? Elles peuvent se reconnaître dans les paroles, non? Elles peuvent s'imaginer assises dans leur voiture à 16 ans avec leur premier petit ami. Elles peuvent vraiment visualiser toutes ces choses. Et donc, quand je vais sur Twitter et que je lis du contenu, je ne vois pas beaucoup de descriptions très visuelles. Je vois beaucoup de listes à puces. Je vois beaucoup, vous savez, je vois beaucoup d'écritures très concises, mais pas beaucoup de descriptions imagées et détaillées. Récemment, j'essaie dans mon écriture de dresser un tableau plus vivant, pour que le lecteur ait l'impression d'une conversation en tête-à-tête avec moi, ou que je sois dans son esprit à décrire exactement ce qu'il ressent. J'ai appris cela d'elle. Oui, je dis toujours que c'est très similaire avec la vidéo. Si, dans une partie de l'accroche, tu peux faire en sorte que la personne se sente comprise. Parfois, on utilise aussi les vidéos dans un tunnel de conversion pour guider quelqu'un vers la vente.
Et si tu peux vraiment mettre des mots précis et une image frappante sur la douleur ou le problème dans lequel la personne se trouve, une fois qu'elle se sent comprise, elle s'ouvre, comme s'il voulait t'offrir davantage. Dans ton cas, il y a beaucoup d'automatisation, donc je ne sais pas si l'échange existe vraiment, mais c'est l'expérience qu'on recherche. Oui, j'ai écrit quelque chose l'autre jour, et quand je dis que c'était populaire, c'est que ça a généré des revenus, tu vois. En gros, j'ai écrit que la plupart des contenus sur les réseaux sociaux, ce sont des lignes, des tirés, des puces et des phrases courtes. Et j'ai juste écrit une sorte de longue phrase décousue qui aurait probablement dû être 8 phrases séparées. Mais à l'intérieur de ce genre de bazar décousu et incohérent, j'ai essayé de dresser un tableau très vivant du contraste entre mon entreprise et le monde de l'entreprise. Et parce que ça n'arrêtait pas de continuer encore et encore, c'est comme si ça se construisait tout seul. Et si tu comprends ce que c'est que d'être un solopreneur et que tu détestes la façon dont fonctionne le monde de l'entreprise, au fur et à mesure que les phrases défilaient et que l'histoire avançait, tu te sentais de plus en plus en phase avec le contenu. Tu te disais oui, oui, oui. C'est juste, c'est le retour que j'ai eu de tout le monde à propos de ce contenu, où ils ont écrit en disant que c'était des images extraordinairement vivantes. Je pouvais t'imaginer assis chez toi et je ressentais le contraste avec le monde de l'entreprise américain. Et donc, j'ai tiré ça simplement en écoutant une interview avec elle l'autre jour. J'ai voulu reproduire cela à l'écrit plutôt qu'en musique. Et apparemment, ça a marché. Donc, en ce qui concerne le suivi et le fait de savoir que c'est lié au chiffre d'affaires, tu l'as dit avec assurance comme « Hey, j'ai fait ça et ça s'est transformé en revenu pour l'entreprise ». Comment fais-tu pour suivre avec précision toutes les sources, les données et les apports des différents événements de revenus? Par rapport à ça, quand je pense aux solopreneurs, je sais qu'il y a beaucoup d'outils numériques à ta disposition, mais dans une certaine mesure, suivre chaque petit détail n'est pas forcément l'objectif que la plupart des gens recherchent. Ouais, je ne sais pas forcément si je suis chaque petit détail, mais en gros, ce que je regarde est assez simple. Je vais regarder les impressions, l'engagement et les commentaires sur un contenu. Ensuite, je vais consulter Fathom Analytics. J'utilise Fathom Analytics et je vais simplement voir, d'accord, j'ai publié ceci aujourd'hui sur cette plateforme en particulier. Par exemple, combien de trafic de cette plateforme spécifique est arrivé sur mon site aujourd'hui? Un clic, très simple. D'accord, cool. À partir de ce trafic provenant de cette plateforme de médias sociaux en particulier, où sont-ils allés? D'accord, je peux voir quelles newsletters ils ont lu, je peux voir quels produits ils ont consultés, je peux voir quels services ils ont regardés. Et ensuite, je vais juste faire une petite analyse rapide, d'accord? Un calcul rapide, à la louche. D'accord. Pour chaque visiteur venant du canal de médias sociaux X ayant consulté le produit Y, quel était le taux de conversion? Et je connais mon taux de conversion assez standard chaque jour, donc je peux voir comment le contenu attire des visiteurs et comment ces visiteurs se transforment en argent assez facilement. Et il y a deux choses que je recherche. Ai-je eu un pic notable de trafic web? Si oui, ont-ils converti à un taux similaire? Cela indiquerait qu'un contenu est populaire et que mon site web convertit plutôt bien. Ou bien est-ce que j'ai généré une quantité normale de trafic? Et est-ce que mon taux de conversion s'est beaucoup amélioré? Donc si mon taux de conversion s'est vraiment amélioré, je vais simplement regarder des choses comme « D'accord, sur quelle page sont-ils allés sur mon site web ?» Analyser si les visiteurs étaient surtout sur une page produit ou service. Comparer son taux de conversion aux autres pages similaires. Identifier ce qui différencie cette page. Ensuite, je vais simplement formuler une hypothèse et essayer de comprendre ce qui, sur cette page, fait que les conversions sont plus élevées. Voilà, c'est essentiellement ça. C'est vraiment issu de mon expérience dans le SaaS. C'est une bonne compétence à avoir avant de lancer une telle entreprise, bien sûr. Je voudrais qu'on s'oriente vers la conclusion avant de poser nos questions habituelles de fin. Nous avons eu un invité précédent, Marshall Haas, qui est à certains égards similaire, à d'autres égards différents, puisqu'il possède un conglomérat de différentes entreprises dont il est soit le propriétaire majoritaire, soit l'unique propriétaire. Mais il ne s'agit pas d'entreprises de solopreneurs. Par exemple, Super Shepherd compte plusieurs dizaines, voire plus de 100 employés. Il possède aussi une marque d'e-commerce. Il y a un aspect immobilier, une réalité physique à tout cela. Et le défi avec lequel il a terminé son entretien avec nous était déléguer, automatiser ou éliminer. Et le principe de base, c'est que lorsque vous développez cette entreprise, vous devez trouver comment confier ces responsabilités à quelqu'un d'autre.
Vous avez effectivement un assistant virtuel et des logiciels à votre disposition, mais d'une certaine manière, vous vous êtes limité en disant « je ne vais déléguer que certaines choses précisément à un assistant virtuel ». Donc, lorsque vous limitez votre champ d'action pour vraiment éliminer et automatiser, pouvez-vous parler de la façon de construire une entreprise de solopreneurs évolutive qui utilise cette contrainte à votre avantage et qui parvient tout de même à se développer? Oui, tout à fait. C'est un processus très similaire à celui que j'utilise avec une légère différence. Le mien, c'est éliminer, simplifier, automatiser, déléguer. Donc la première chose dont je veux parler, c'est simplement comment les résultats influencent la délégation, l'élimination, et ainsi de suite. Mon objectif était de maintenir exactement mon revenu actuel toute ma vie. Je ne cherche donc pas à faire croître mon activité, n'est-ce pas? Je ne suis pas toujours en mode croissance constante, ce qui me permet d'agir différemment. Si je devais tripler, doubler, tripler le chiffre d'affaires en continu, je serais plus obligé de déléguer et ce genre de choses. Je gère une activité conçue pour mon mode de vie. Je gagne vraiment bien ma vie et je ne veux pas en gagner plus, tu vois. Enfin, je veux continuer à gagner de l'argent, mais ça n'a pas besoin de devenir plus gros, tu comprends? Donc la première chose que j'essaie de faire, parce que, encore une fois, c'est une activité conçue pour mon mode de vie, la première chose, c'est d'éliminer. La majorité des éléments de mon agenda me semblent inutiles. Donc au début de chaque semaine, je me demande, qu'est-ce qu'il y a sur mon agenda aujourd'hui qui est un service pour un ami ou quelque chose que je ne devrais pas faire ou qui fait partie des 80% qui n'apportent pas vraiment de résultats? Et j'élimine ça. La deuxième chose que je fais, c'est simplifier. La plupart des solopreneurs pensent trop la technologie. Ils compliquent trop les tunnels d'email, le marketing, les tags et la segmentation. Encore une fois, mon entreprise pourrait-elle être un peu meilleure? Bien sûr, mais à quel prix? Complication. Je ne suis pas intéressé, donc je simplifie. En automatisant, comme j'ai déjà éliminé et simplifié tout le reste, il ne reste plus que des aspects technologiques à automatiser, non. Donc connecter deux technologies ensemble avec Zapier, c'est vraiment très très simple. Après tout ça, il ne reste presque rien. Les tâches que je délègue à mon assistant virtuel sont juste de simples demandes du service client, non? Parce que je n'ai vraiment pas envie d'aller dans mes emails et de répondre aux gens à propos de leurs factures. Donc, c'est aussi simple que ça pour moi. Et encore une fois, je n'ai pas besoin d'avoir l'impression que je dois embaucher des gens dans mon équipe simplement parce que je veux développer mon entreprise. Et c'est la différence entre une entreprise conçue autour du mode de vie qu'on veut et une entreprise qui cherche toujours à se développer. Voilà comment je vois les choses. Et il y a une nuance vraiment importante ici. C'est d'abord le fait que tu as mis éliminer en premier, mais aussi que simplifier vient avant automatiser ou déléguer. Ça réduit le nombre de tâches, mais même les tâches qui restent sont concernées. En simplifiant dans une certaine mesure, ça rend l'automatisation plus facile, la délégation aussi, parce que tu ne transmets pas une complexité à un logiciel qui n'est pas forcément capable de tout comprendre. Tu ne transmets pas une complexité à un assistant virtuel qui n'a pas tout le contexte, l'expérience et la sagesse que toi tu as. Ça devrait être simplifié pour rendre ces deux étapes nettement plus efficaces. C'est ça. Et en simplifiant, tu as moins à automatiser et moins à déléguer, parce que quand tu commences à devenir vraiment compliqué, c'est là que tu as besoin d'automatisation complexe et de beaucoup plus de personnes pour soutenir ton entreprise. Et donc j'ai un pote qui dirige une entreprise et quand je vais dans son bureau, il a des graphiques partout sur les murs et des schémas complexes pour tous ses clients. Et est-ce que je pourrais faire ça? Bien sûr. Est-ce que ce serait utile? Probablement. Est-ce que cela ajouterait beaucoup de complexité supplémentaire à mon entreprise avec laquelle je devrais apprendre à vivre? Oui, je ne veux pas, donc je ne le fais pas. Exactement. Justin, c'était fantastique. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Avant qu'on pose nos deux dernières questions habituelles, y a-t-il quelque chose que tu espérais partager aujourd'hui et que je ne t'ai pas donné l'occasion de dire? Non, je trouve que tu es un excellent intervieweur. Merci pour tes questions réfléchies. C'est très gentil de ta part. Merci. Je veux m'assurer que les gens découvrent toutes tes plateformes, même s'ils ne s'intéressent pas forcément à l'univers des solopreneurs. Ça en vaut la peine. Justin est vraiment quelqu'un à suivre, rien que pour la qualité, la pertinence et tout ce qu'il a déjà montré dans la façon dont il rédige ses tweets et ses newsletters. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne, Justin? Oui, le moyen le plus simple, c'est mon site web. C'est justinwelsh.me, donc justinwelsh.me. Et tu peux t'abonner à ma newsletter. Elle s'appelle le Saturday Solo Printer. Elle compte environ 56 000 abonnés.
Il y a déjà 43 numéros et elle te donne un conseil pour développer ton audience et ton business chaque samedi matin vers 9 heures. Heure de l'Est que tu peux lire en 4 minutes ou moins, garantie. Parfait. J'ai encore une question. C'est une question personnelle. Je casse un peu mon rythme ici. Ton contenu est programmé combien de temps à l'avance pour ce genre de choses? Genre, combien de temps d'avance tu te donnes? Je n'ai pas beaucoup d'avance pour ma newsletter. Aujourd'hui, c'est mardi. D'habitude, j'écris ma newsletter le lundi pour le samedi suivant. J'ai une formule, un processus et des systèmes pour écrire une newsletter. Il me faut environ 30 minutes pour la rédiger. Et ça, c'est vraiment basé sur des systèmes. Par contre, pour le contenu, je suis très en avance. J'ai déjà préparé mon contenu jusqu'en décembre. Waouh! Donc 2 contenus chaque jour pour Twitter et LinkedIn. Et en général, c'est du contenu différent. Donc ça fait 4 contenus uniques. Donc tu vois, j'ai 360 contenus d'avance. En moyenne, on a environ 2 semaines d'avance et je me sens vraiment bien par rapport à ça. Et ça m'a donné un tout nouveau niveau à atteindre. Donc, c'est génial. Allez voir tout ça. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. goingdeeperterrain.com/podcast est l'endroit où vous pouvez tout retrouver pour chaque épisode de l'émission. Mais avant de te laisser partir, Justin, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Oui, mon type de défi personnel préféré, je pense, surtout si vous vous intéressez au solopreneuriat, et par solopreneuriat, j'entends gérer votre propre entreprise en solo. Cela peut aussi signifier gérer seul un projet annexe en ayant déjà un emploi à temps plein, non? Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, la meilleure chose à faire, c'est de gagner $1. Gagner $1 va littéralement changer votre état d'esprit. Vous allez ainsi débloquer un nouveau processus de réflexion en vous disant « c'est possible, non ?» Voici ma façon préférée de gagner $1 et mon défi pour votre public. Tout le monde a une compétence. Donc la première chose que vous devriez faire, c'est d'aller parler à votre famille, vos amis, vos pairs, vos collègues, et de leur demander « Quelles sont les 1 ou 2 choses principales pour lesquelles tu penses à moi, pour lesquelles tu viendrais me demander de l'aide ou des conseils ?» Faites-le. Parlez à 10 personnes. Vous allez commencer à entendre des choses et il va y avoir des points communs parmi les réponses que vous recevrez. Une fois que vous avez ces réponses, choisissez-en une que vous aimez vraiment faire, d'accord? Une fois que vous avez fait cela, je veux que vous alliez sur card.co. Je ne suis pas affilié, card.co, et inscrivez-vous pour un forfait annuel à $1 et créez une page de destination. Et sur cette page de destination, tout ce que je veux que vous fassiez, c'est dire aux gens, aux clients potentiels, le résultat qu'ils obtiendront en ayant une conversation de 30 minutes avec vous, d'accord? Une fois que vous avez fait cela, je veux que vous publiez cette page web, que vous alliez sur les réseaux sociaux, et pendant 2 semaines consécutives, je veux que vous écriviez un contenu par jour. Cela montre aux clients potentiels que vous comprenez leurs défis et que vous avez une solution viable à leur proposer en 30 minutes, rendez-la abordable. Ça peut être $50, ça peut être $30. Peu importe le montant. Publiez un contenu quotidien pendant 2 semaines. Si quelqu'un vous contacte en privé ou commente, orientez-le vers le site web. Vous programmerez un appel. Vous gagnerez $1, plusieurs dollars ou même $100. Et si vous ne voulez plus continuer, vous pourrez arrêter. Mais votre état d'esprit aura changé. À l'avenir, vous saurez comment débuter comme entrepreneur en ligne. C'est l'un des défis tactiques les plus précis que nous ayons jamais reçus, Justin. Nous avons déjà essayé de gagner de l'argent en ligne auparavant, mais celui-ci était tellement précis et tactique. Vous êtes un excellent pédagogue dans ce domaine, j'adore. J'espère que de nombreux auditeurs iront voir cela, relèveront le défi et consulteront aussi tout le reste du contenu éducatif que vous proposez. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Salut Saron, merci de m'avoir invité mec, j'apprécie vraiment. Nous venons d'avoir une conversation approfondie avec Justin Welsh. J'espère que vous êtes là. Passez une excellente journée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin mon entretien avec Justin. Si cela vous a plu, vous apprécierez aussi notre conversation avec Marshall Haas. Il possède diverses entreprises, dont une agence de recrutement, de l'immobilier et du commerce en ligne. Et il a construit tout cela pour mener une vie tout aussi privilégiée et exceptionnelle en tant qu'entrepreneur et homme d'affaires. Allez y jeter un œil.